Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus magnétique des complots, le programme HAARP. Imaginez, au milieu des vastes étendues glacées de l'Alaska, se trouve une installation mystérieuse entourée de rumeurs inquiétantes. Une multitude d'antennes à la capacité effrayante en mesure de manipuler le climat. Ce programme, présenté comme scientifique, cache l'arme la plus redoutable jamais créée par l'homme. Derrière toutes les catastrophes naturelles, des tremblements de terre aux ouragans dévastateurs en passant par des sécheresses inexplicables, plane la main invisible de HAARP. HAARP, l'arme stratégique ultime pour conduire des guerres climatiques secrètes qui permettent, en manipulant les conditions météorologiques, de mettre à genoux des populations entières. Et ce n'est pas tout. Les ondes électromagnétiques émises par HAARP sont capables de contrôler le comportement humain, de brouiller la volonté, de provoquer l'apathie, la peur ou la panique. Avec comme but final celui de remodeler nos villes pour réduire nos libertés, préalable obligé à l'instauration d'une dictature planétaire. HAARP, c'est l'occasion pour Tous Parano d'explorer l'une des plus fascinantes énigmes contemporaines où se mêlent technologie, climat et contrôle des masses. Laissez-moi vous présenter ma toute dernière invention, le changeur de météo 9000. Quelle est sa fonction? Il modifie la météo, bien sûr. Alors, il peut arrêter cet orage? Je te répondrai évidemment si je l'avais déjà testé. Maintenant, voyons voir s'il fonctionne. Regardez, l'orage a disparu. Wow, cette machine est incroyable. Merci d'avoir changé la météo pour nous. Le ciel est parfaitement dégagé. Oh, c'est surprenant. Tous parano. Quelle est l'origine de HAARP et quels sont les objectifs poursuivis par ce programme? Eh bien, avant d'entrer dans le monde des complots, commençons par donner la version officielle. HAARP, c'est l'acronyme de High Frequency Active Auroral Research Program. Il s'agit d'un programme scientifique lancé en 1993 pour étudier l'ionosphère. L'ionosphère, c'est une couche de l'atmosphère chargée électriquement qui est située entre 50 et 1000 km au-dessus de la surface terrestre, qui joue un rôle crucial. Oui, c'est grâce à l'ionosphère que les signaux radio peuvent parcourir de grandes distances en rebondissant sur elle. Mais cette couche atmosphérique est très instable et elle est sujette à de nombreuses perturbations, en particulier les tempêtes solaires. Et donc, l'objectif premier de HAARP consistait à mieux comprendre ces phénomènes pour les anticiper. Enfin, ça c'était l'idée initiale. Et donc, dans ce but, le gouvernement américain a construit un immense site en Alaska. On se trouve là à 400 km d'Anchorage. Alors attends, avant de poursuivre, je me dis que c'est peut-être l'occasion de s'en servir un. Quoi? Un Alaska. 3 centilitres de vodka, 5 centilitres de jus de pomme, 1 centilitre de sirop de menthe verte et puis 2 centilitres de tonique. Bref, un cocktail qui paraît tout à fait indiqué pour nous accompagner dans cet épisode. Tu ne trouves pas? Mais carrément. Allez, vas-y, mets-nous ça dans un shaker. Oui, j'avais déjà tout préparé. Voilà. Ah ouais, pas mal. On sent presque l'air frais et les pistes de chiens de traîneau, dis donc. Bon, où en étais-je là? Eh bien justement, en Alaska, sur le champ d'antenne du programme HAARP à 400 km d'Anchorage, précisément. Ah oui, merci. Alors autour, il n'y a rien. Les installations sont entourées de forêts, de terrains sauvages pour limiter les interférences extérieures. Oui, c'est ça. La ville la plus proche se trouve à une quinzaine de kilomètres à peu près. Elle s'appelle Gakona. Et encore, quand tu me dis une ville, t'exagères un peu, parce que Gakona, c'est une bourgade rurale. Il n'y a pas plus de 200 habitants là-bas. Et donc, sur le site sélectionné qui fait quand même 14 hectares, soit l'équivalent de 20 terrains de foot,
On a érigé 180 antennes d'une hauteur moyenne de 15 mètres, avec une idée simple, envoyer des ondes électromagnétiques haute fréquence dans cette fameuse ionosphère pour voir comment cette couche de l'atmosphère réagit. Alors, pourquoi avoir choisi l'Alaska pour déployer ces installations ? Eh bien, cela s'explique de manière très rationnelle. L'Alaska est proche du pôle Nord magnétique, là où l'ionosphère est la plus active. Et puis, cette proximité permet d'observer des phénomènes uniques, comme les aurores boréales, qui sont liées à l'activité de l'ionosphère, justement. Mais ce qu'il faut tout de suite préciser quand même, c'est que HARP n'a pas été conçu comme un simple projet scientifique, puisque dès le départ, l'armée américaine est partie prenante et puis participe à son financement. L'armée s'appuie sur des systèmes comme les GPS ou les satellites, et les tempêtes solaires peuvent sérieusement perturber ces technologies, c'est vrai. HARP a donc un aspect stratégique militaire qui ne pouvait être négligé. Mieux comprendre l'ionosphère, c'était aussi mieux protéger ces systèmes. Les dirigeants de l'armée américaine pensent alors qu'ils pourront se servir des avancées scientifiques réalisées par HARP pour améliorer leur capacité à détecter des forces ennemies. Il y a notamment une idée qui confine à l'obsession dans les états-majors, utiliser les ondes radio à très basse fréquence pour opérer des sous-marins hostiles. Et HARP est peut-être la solution. Tout ça semble aussi obscur que fascinant. Entre les antennes gigantesques et le financement militaire, on comprend pourquoi le projet HARP a rapidement éveillé les soupçons. Oui, surtout que si on se penche plus en détail sur son financement, on trouve l'US Air Force, la Navy, mais aussi la DARPA, une agence du gouvernement des États-Unis fondée en 1958 et rattachée au département de la Défense. DARPA, c'est l'acronyme de Defense Advanced Research Project Agency. C'est une agence qui est responsable de la recherche et du développement de technologies avancées à usage militaire. Et parmi ces faits d'armes, pourrait-on dire, on trouve notamment la création du réseau ARPANET, l'ancêtre d'Internet moderne, et puis le développement du GPS. Sans parler du fait que la DARPA est à l'origine de la technologie des drones ou des systèmes d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale. Bref, vous le comprenez aisément, entre la nature des financeurs, son emplacement isolé, le caractère massif des installations, beaucoup ont imaginé que le projet HARP cachait en fait quelques objectifs secrets. Oui, et puis comme souvent dans Tous Parano, le manque de communication de la part du gouvernement et des agences fédérales a aggravé les rumeurs. Et puis, les scientifiques n'ont jamais vraiment essayé de démystifier le projet non plus. Leur silence a laissé donc libre cours à toutes les spéculations. Bon, maintenant qu'on a un peu posé les bases, une question se pose. Quand et comment HARP est-il passé de simple projet scientifique à ce symbole mondial de mystère et de complot ? Excellente question, mon cher Geoffroy. Eh bien, tout a commencé finalement peu après le lancement du programme, dès 1993. Tous parano. HARP, avec son envergure impressionnante et son financement militaire, avait tout pour éveiller les curiosités. Mais il y a eu un événement en particulier qui a lancé les théories. Oui, nous sommes en 1995 et un livre intitulé « Angels Don't Play This Harp », que l'on traduit en français par « Les anges ne jouent pas de cette harpe », va poser les bases des principales théories du complot. Super titre. Et donc ce bouquin fait figure de précurseur, puisque les deux auteurs, Nick Begich et Gene Manning, dénoncent le potentiel militaire dangereux de HARP. Les anges ne jouent pas de cette harpe est un manifeste dont les idées sont toujours véhiculées aujourd'hui. La personnalité des auteurs n'est pas étrangère à ce succès. Commençons par Nick Begich. Begich est natif de l'Alaska et c'est le fils d'un politicien démocrate élu au Congrès. Il a donc grandi dans une famille politiquement active bien connue des Alaskiens et il connaît parfaitement les coulisses du pouvoir. Et apparemment, ça se transmet de père en fils dans cette famille, puisque Nick Begich III, le rejeton du co-auteur des Anges ne joue pas de cette harpe, vient pour la petite histoire d'être élu en novembre 2024 député de l'Alaska, mais cette fois-ci sous les couleurs du Parti républicain et avec le soutien de Donald Trump. Ah, la belle famille. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, une sacrée trajectoire familiale, une dynastie politique, même les Begich. Et puis ensuite, nous avons la deuxième auteure des Anges ne jouent pas de cette harpe, Gene Manning. Alors elle, c'est une journaliste canadienne, reconnue pour ses travaux sur les énergies alternatives.
C'est une écologiste convaincue, une pionnière des questions environnementales même, puisque dès les années 70, elle réfléchissait aux moyens de réduire la dépendance de nos sociétés aux énergies fossiles. Bon, les voilà présentés, passons au bouquin maintenant. Le point de départ du duo est simple, HAARP n'est pas qu'un projet scientifique innocent. Nick Begich et Gene Manning accusent ce programme d'être une arme climatique et de manipuler la météo. Leur description de HAARP comme une arme climatique exploite les craintes grandissantes à l'époque sur les impacts de la technologie sur l'environnement. En modifiant l'ionosphère, HAARP peut, selon eux, manipuler les pressions atmosphériques et donc déclencher des phénomènes extrêmes qui peuvent aller jusqu'au tremblement de terre. Avec des idées aussi incroyables, le livre a un impact considérable dès sa publication. Ce qui marque les lecteurs, c'est aussi le ton employé. Bien qu'il soit le plus souvent informatif et factuel, les deux auteurs utilisent des expressions qui frappent l'imaginaire. Et puis ce titre évocateur qu'on a tout de suite relevé, « Les anges ne jouent pas de cette harpe ». Il n'y a pas mieux pour capter l'attention. Et on peut voir ça comme l'évocation d'une sorte de conflit entre la technologie humaine et un équilibre naturel ou divin, quoi. C'est une recette en tout cas qui a permis au livre de trouver un écho puissant dans des cercles alternatifs nord-américains, plutôt situés sur la gauche du spectre politique d'ailleurs. Mais ce livre a surtout popularisé des concepts qui étaient jusque-là inconnus du grand public, comme la manipulation climatique ou les armes électromagnétiques. Des extraits du livre sont alors partagés sur les premiers forums de discussion sur Internet, amplifiant son impact au-delà de ce qu'auraient pu imaginer les deux auteurs au départ. Oui, ce livre fait parler de lui sur le web, c'est indéniable. Mais si Internet émerge dans ces années-là, la télévision joue encore le rôle principal. Et c'est justement sur le petit écran qu'une émission va révéler à un plus large public les théories du complot concernant HAARP. Et là, c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui vont être touchés. Il essaie de nous faire croire tellement de choses. Quelques mois après la parution du livre de Begich et Manning, l'émission américaine Sightings consacre un reportage à HAARP. Alors, Sighting, c'est une émission de télé des années 90 qui explorait des phénomènes paranormaux, des théories étranges et tout un tas de sujets qui sortent de l'ordinaire. Comme beaucoup de programmes de cette époque, cette émission est aujourd'hui devenue culte outre-Atlantique. Et donc en 95, Sightings aborde pour la première fois de l'histoire de la télévision le cas du programme HAARP. Et ça, dans le cadre d'un épisode consacré aux technologies militaires secrètes. Le reportage ne dure que 8 minutes, mais il marque les esprits. HAARP est décrit comme une arme climatique, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le propos n'est pas nuancé. Le ton dramatique, des images impressionnantes des antennes et des simulations de catastrophes illustrent le reportage. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour rendre les téléspectateurs parano. Ouais. Alors pour vous donner une idée de l'ambiance, le mieux à faire, c'est sans doute d'écouter un petit lancement de ce reportage. En Alaska, la nature sauvage est intemporelle. La majeure partie a été préservée depuis des milliers d'années. Au milieu de toute cette beauté, juste à l'extérieur de la petite ville de Gakona, se trouve une énorme ferme d'antennes. Il s'agit d'un projet de l'armée de l'air d'une valeur de 100 millions de dollars, connu sous le nom de HAARP, qui selon les critiques pourrait être l'ultime machine de l'apocalypse. The Ultimate Doomsday Machine, on dirait un super film, un blockbuster. Bon, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, là. Ah oui, c'est sûr, ça a de quoi frapper les téléspectateurs. Et même si l'émission avait déjà une audience de fidèles habitués à des récits extraordinaires, cet épisode fait mouche chez les amateurs de conspiration. Et puis surtout, il va semer les graines de nombreuses théories et ouvrir la voie à d'autres documentaires. Il faut d'ailleurs parler du premier vrai documentaire qui a mis HAARP sur le devant de la scène conspirationniste. Son titre, Holes in Heaven, The Warning, des trous au paradis, l'avertissement. Ce film de 1998, que l'on doit à Wendy Robbins, est souvent cité comme une étape décisive si on cherche à comprendre comment les théories complotistes sur HAARP ont pu se propager. Un petit mot sur Wendy Robbins, donc elle, c'est une réalisatrice américaine connue pour ses docus explorant des sujets scientifiques, sociaux et environnementaux. C'est quelqu'un quand même de sérieux, qui mêle investigation et vulgarisation et qui s'inscrit, on va dire, dans la tradition des documentaristes engagés. Holes in Heaven aborde assez objectivement la dimension scientifique du projet.
Un peu comme on l'a fait au début de cet épisode d'ailleurs. Mais rapidement, il va plus loin, en suggérant que le projet pourrait avoir des implications terrifiantes. Dans ce film, on trouve des interviews d'experts, des scientifiques critiques, mais aussi des théoriciens du complot. Robbins reprend en fait les idées du fameux « les anges ne jouent pas » de cette harpe, notamment pour tout ce qui concerne la notion de manipulation climatique. Et surtout, ce qu'elle apporte, elle, c'est l'idée que HAARP est une technologie qui pourrait altérer l'environnement terrestre de manière irréversible. Et évidemment, cela a une résonance particulière, à une époque où les gens commencent à prendre conscience des impacts de l'homme sur la planète. Et c'est sans doute pour ça qu'on trouve beaucoup de messages écolos dans le film. On a fait un petit florilège pour vous donner une idée. La Terre est un organisme vivant, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous, elle est intimement liée à qui nous sommes, et quand nous la détruisons, nous détruisons une partie de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que la Terre va mourir, mais nous ne serons pas capables de maintenir la vie humaine sur cette planète si nous n'arrêtons pas de concevoir ces technologies aussi déstabilisantes les unes après les autres. Si nous ne nous engageons pas pour défendre ce en quoi nous croyons pour nos enfants, nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Peut-être que la véritable sagesse consiste à reconnaître nos limites et que les lois de la nature sont incertaines. Avec ces technologies, on doit se demander, est-ce que ces expériences menacent notre survie à long terme ? Eh ben, notre survie à long terme. Alors, je ne sais pas si c'est larmoyant ou grandiloquent, mais bon, ça fait un peu froid dans le dos, tout ça, Ouais, comme tu y vas. On est quand même dans tous parano, on va pas s'en plaindre. Moi, je vois surtout le reflet d'une époque dans ce genre de propos. Il fallait passer par là pour qu'il y ait une prise de conscience. Oui, je peux t'accorder ça, en effet. Mais trêve de digression, reprenons notre fil. Comment ce documentaire a été reçu par le public ? Eh bien, si ce film a une diffusion assez limitée au départ, principalement via des conférences, des projections privées, puis un peu plus tard avec les DVD, eh bien, avec l'explosion d'Internet au début des années 2000, des extraits ont commencé à circuler sur YouTube et puis d'autres plateformes. Et là, ça a été un phénomène. Les adeptes des théories alternatives y ont vu une confirmation de leurs craintes. Ce documentaire a constitué une sorte de révélation, entre guillemets, une preuve que des voix osent dénoncer ce qui se passe en coulisses. Que l'on croit ou non à ces idées, Halls in Heaven a définitivement marqué un tournant dans l'histoire de HAARP, inscrivant durablement dans l'imaginaire collectif ce projet scientifique et militaire comme le grand méchant préféré des complotistes qui défendent la cause de l'environnement. C'est un monde de parano. Vous êtes tous parano. Pour que la mayonnaise prenne vraiment, pour que ces théories touchent massivement d'autres cercles que tous ceux qui sont préoccupés par les questions environnementales, eh bien, il manquait encore un élément. Ah oui, au-delà d'un cocktail qui nous aiderait peut-être à continuer sans avoir le gorgeon sec. Le gorgeon ? Eh ben écoute, non seulement je ne comprends pas cette expression que tu utilises, mais je trouve par contre que t'es bien à l'aise ces derniers temps, Gaël. Ah bon ? Alors peut-être que ce cocktail Alaska, c'est toi qui vas le faire, parce qu'en permanence, c'est moi qui te sers. Oh, ok, pas de problème, monsieur. Alors donc, 3 centilitres de vodka, 5 centilitres de jus de pomme, 1 centilitre de sirop de menthe verte. Non, il n'y a pas de sirop d'érable. 2 centilitres de tonique, c'est ça ? 2 centilitres de tonique. Ouais, tout à fait. Ok. Et il faut bien agiter, Ouais, ok. Tiens. Merci. À moi, le désert blanc. Ah, le désert blanc, justement. Il risque de pas durer avec le réchauffement, selon certains. Ça et d'autres choses. Et c'est donc cet élément, justement, qui nous manquait. Ah oui, je me disais que ce n'est pas que le cocktail, quand même. Pour que les théories alternatives prennent sur le projet HAARP et frappent l'imaginaire, oui, il fallait un ingrédient supplémentaire. Et c'est bien sûr la recrudescence des catastrophes naturelles. Une recrudescence et une médiatisation qui a rendu possible leur interprétation complotiste. Eh oui, car depuis le début des années 2000, ce qui est pour le moins frappant, c'est qu'à chaque catastrophe, des séismes aux ouragans, HAARP est omniprésent dans la complosphère, s'imposant comme la véritable cause de toutes ces tragédies. Et même s'il y a des précédents, on peut considérer que le véritable point de départ de tout ça, c'est le tsunami dans l'océan Indien en 2004. Oui, rappelez-vous un énorme raz-de-marée provoqué par un séisme sous-marin
au large de l'île de Sumatra. 14 pays touchés, dont l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et les Maldives, des vagues allant jusqu'à 30 mètres de haut et un bilan terrible de 230 000 morts. On parle là de ce qui est sans doute le plus grand désastre naturel de notre histoire récente. Et pour expliquer cette terrible tragédie, certains ont affirmé que ce sont les émissions électromagnétiques de HAARP qui avaient perturbé les plaques tectoniques, déclenchant le séisme. D'autres ont insinué que ces mêmes émissions électromagnétiques avaient réchauffé l'atmosphère et que c'était la raison pour laquelle le raz-de-marée s'était produit. Mais ce qui a amplifié ces théories, eh bien, c'est l'intervention de certaines figures politiques controversées. Tu fais allusion à des anciens militaires ou scientifiques qui ont affirmé que des modifications suspectes de l'ionosphère avaient été détectées juste avant le tsunami. Alors évidemment, de quoi renforcer les soupçons, puisque ces anomalies ont pu être interprétées comme les indices d'une activité cachée. Et l'année suivante, en 2005, l'ouragan Katrina déferle sur la Nouvelle-Orléans. Les Américains sont directement touchés et HAARP est encore plus massivement pointé du doigt. Car là, on va passer une étape sur l'échelle de Richter du complot. Ou l'échelle de tous parano, tiens, faudrait en inventer une. Parce que là encore, les destructions causées par Katrina sont si énormes que beaucoup cherchent une explication autre que naturelle. Et HAARP, avec ses antennes impressionnantes et son financement militaire, a tout du coupable idéal. Les tenants de ce contre-récit avancent alors que le programme aurait pu non seulement intensifier l'ouragan, voire le provoquer délibérément. Leur argument principal repose sur l'idée que l'ionosphère, lorsqu'elle est stimulée, pourrait avoir des effets sur la pression atmosphérique. De quoi engendrer des perturbations qui, en cascade, pourraient influencer les courants aériens ou les vents de haute altitude, au moins à un niveau régional. Et dans le cas de Katrina, HAARP aurait donc pu intensifier le phénomène, transformant un cyclone ordinaire en un ouragan cataclysmique. Oui, pour les complotistes, tout ceci est pour le moins dans les cordes de la HAARP. Et puis, il y a aussi une autre idée, HAARP pourrait également agir sur les océans. Les ondes projetées pourraient chauffer les eaux de surface dans des zones stratégiques, ce qui aurait pour effet d'augmenter l'intensité des ouragans. Et en guise de preuve, entre guillemets, plusieurs auteurs complotistes avancent que les eaux du golfe du Mexique étaient justement exceptionnellement chaudes cette année-là, sans que l'on ne sache pourquoi. Mais certains vont plus loin, en assumant l'idée que le programme HAARP est bien une arme climatique. C'est ainsi que Katrina serait un test grandeur nature de cette terrible technologie. Mais pourquoi raser de la carte des zones entières, faire des milliers de victimes, des dizaines de milliers de sans-abri ? Eh bien, certains évoquent des objectifs inavouables, comme chercher à déstabiliser la région pour justifier des réformes politiques, ou encore stimuler l'économie locale en lançant de grands travaux de reconstruction, un petit peu comme à Gaza. Voire tester la réaction de la population face à un désastre. Mais si toutes ces thèses alternatives se multiplient à ce moment-là, c'est aussi parce qu'Internet arrive à maturité, pourrait-on dire. Le web est devenu un formidable catalyseur à théorie du complot. Les réseaux sociaux font leur apparition. Facebook l'année qui précède Katrina, Twitter l'année d'après. Et les images impressionnantes de HAARP associées à celles des catastrophes naturelles créent peu à peu un narratif qui se solidifie. Et puis des stars de la complosphère qui émergent à cette époque-là, comme Alex Jones par exemple, contribuent à amplifier ces idées. Et en 2010, avec le tremblement de terre en Haïti, rebelote. Là, on va passer une étape supplémentaire puisque cette fois-ci, on va trouver des chefs d'État qui vont relayer à des fins de propagande l'idée que HAARP aurait été utilisée pour provoquer cette catastrophe. Ou là, tu fais allusion à Fidel Castro et Hugo Chavez, non ? Exactement. L'ancien dirigeant cubain avait déclaré après le séisme en Haïti que les États-Unis disposaient de technologies pouvant provoquer des catastrophes naturelles afin de déstabiliser des régimes opposés aux intérêts américains. Quant à Chavez, eh bien, il aurait utilisé le terme d'arme tectonique américaine au sujet du tremblement de terre. Waouh, ça fait film de science-fiction, dis donc. En tout cas, tout ça montre comment HAARP est devenu un symbole incontournable. Il incarne l'idée d'un contrôle technologique caché, alimenté par la méfiance envers le gouvernement américain. C'est là que science, imaginaire collectif et géopolitique convergent. Les catastrophes naturelles impressionnent par leur échelle et leur impact, et HAARP, avec son origine militaire, devient le réceptacle parfait pour accuser le gouvernement américain d'ingérence dans les affaires des autres nations.
Surtout que, comme vous le savez, si vous nous écoutez déjà depuis quelque temps, les États-Unis sont un peu les spécialistes des grands programmes secrets. Oui, il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit souvent également, et cela explique aussi pourquoi la catastrophe de Fukushima, un an après Haïti, en 2011 donc, va suivre ce même narratif. Alors, Fukushima, c'est, rappelez-vous, encore un séisme sous-marin, cette fois-ci au large du Japon, qui a provoqué un tsunami dévastateur. Des vagues jusqu'à 40 mètres de hauteur, imaginez. Et ce qui a frappé les esprits, c'est bien sûr la destruction partielle de la centrale nucléaire de Fukushima. Une destruction qui a entraîné la contamination de toute la zone côtière située autour de la centrale, et qui est devenue d'ailleurs depuis inhabitable. Et là encore, pour expliquer ce désastre, certains ont pointé ARP en affirmant une fois de plus que le séisme aurait été déclenché pour des raisons géopolitiques. Alors là, faut peut-être l'expliquer. Avant la catastrophe, le Japon était leader mondial du nucléaire. Et il s'efforçait de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis des importations. Et à ce titre, le pays du soleil levant représentait donc une menace pour les industries fossiles, elles dominées par les États-Unis. Voilà pourquoi la destruction de la centrale de Fukushima est tombée à pic. Cette catastrophe a remis en question le programme nucléaire japonais et a accru la dépendance nippone au gaz naturel américain. Ouais, voilà, du tout bénef pour les grandes compagnies pétrolières et gazières américaines. Bah oui, de toute façon, tout est lié, on le sait bien, non? Ouais, c'est ça, on le sait bien. Mais bon, plus sérieusement, ce qu'on constate, après s'être penché sur tous ces cas, c'est la répétition du même schéma. Une catastrophe majeure survient, on relie tout ça à des phénomènes inhabituels observés au préalable, on désigne ARP comme coupable. Et puis une fois la catastrophe passée, on regarde qui en tire les bénéfices, et on accuse au choix le gouvernement des États-Unis ou bien une élite mondialisée qui tirerait les ficelles. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Cette tendance à mettre en accusation ARP lors de chaque catastrophe naturelle atteint désormais son paroxysme. Pour preuve, on va maintenant rapidement revenir sur 2 catastrophes récentes qui ont fait la une de l'actualité ces derniers mois, les inondations au Qatar en avril 2024, puis celles en Espagne en octobre de la même année. Alors commençons par les inondations au Qatar, parce que voilà un événement climatique qui a fait beaucoup de bruit, sans doute en raison de sa soudaineté et puis de son caractère inattendu. Ou c'est peut-être les posts de nombreux influenceurs TikTok ou Instagram, exilés là-bas pour des raisons fiscales, qui ont su capter l'attention du plus grand nombre, je ne sais pas. Reste que pendant quelques jours, ces inondations étaient en tête des tendances sur X. Faut dire qu'un pays désertique sous les eaux, c'est le genre d'image sensationnelle qui marque les esprits. Oui, carrément. Des routes submergées, des infrastructures détruites, des zones stratégiques paralysées par des pluies torrentielles, et tout ça en seulement quelques heures, dans un pays, en plus, où les précipitations sont rares, et où tout est conçu pour lutter plutôt contre la sécheresse. Alors, évidemment, ce serait pas un peu suspect tout ça, mon cher Geoffroy ? En tout cas, assez suspect pour qu'une nouvelle fois, certains fassent le lien entre ces pluies diluviennes et ARP, qui auraient été utilisées pour affaiblir le petit poussé du golfe Persique. Le petit poussé aux poches pleines, quand même. Enfin bon. Oui, par définition. Alors pourquoi viser spécifiquement le Qatar, pour le coup ? Alors explication, ce serait parce que, tout simplement, c'est l'un des pays les plus riches du monde, en particulier grâce à ses immenses réserves de gaz naturel. Avec Qatar Energy, ce pays contrôle une part essentielle du marché mondial. Et l'Émirat est aussi très influent politiquement, avec des investissements massifs en Europe, la chaîne de télé Al Jazeera ou encore la fameuse Qatar Foundation. Et puis le Qatar est au centre de tensions géopolitiques constantes. Il y a de très fortes suspicions de soutien au terrorisme islamique et aux frères musulmans, des rivalités avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Bref, si quelqu'un voulait envoyer un message, le Qatar serait une cible stratégique de choix. Bon, alors, ok pour le mobile, on va dire. Mais, question quand même, pourquoi utiliser ARP plutôt qu'un autre moyen pour déstabiliser le pays, mon cher ? Parce que c'est discret. Les inondations peuvent être vues comme des catastrophes naturelles, pas de bombes, pas d'attaque directe, juste une météo incontrôlable, de quoi frapper les infrastructures sans créer une crise militaire immédiate. Ouais, ça paraît lumineux. Et puis, cerise sur le gâteau, le réchauffement climatique peut toujours servir d'alibi. Vous trouvez ça bizarre, ces inondations au Qatar ? C'est à cause du dérèglement climatique. Allez, circulez, y a rien à voir.
Tous parano. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Dernière étape de nos catastrophes, les terribles inondations en Espagne en octobre 2024, qui se sont déroulées dans la région de Valence et qui ont également suscité un incroyable déferlement de théories complotistes. Et Harp, une nouvelle fois, s'est trouvé projeté au centre du jeu. Et cette fois-ci, ce qui a mis les réseaux sociaux en ébullition, c'est un mystérieux bateau présent en Méditerranée. Et ce fameux bateau auquel tu fais allusion, il a bien constitué, d'une certaine manière, la pièce à conviction, entre guillemets, qu'un complot s'était déroulé sous nos yeux éberlués. Alors, parlons de ce bateau. Il se nomme le Karadeniz Powership Onur Sultan. Il appartient à une société turque et navigue sous pavillon libérien. Bon, tout va bien, c'est classique pour les bateaux. Sur la toile, on trouve facilement des dizaines de photos de ce navire, et elles servent le plus souvent d'ailleurs d'illustration à des articles ou des posts complotistes incriminant Harp. Faut quand même dire que ce bateau a la tête de l'emploi. 295 mètres de long, une largeur de 46 mètres, ce navire est équipé de 24 générateurs, pour autant de cheminées qui mesurent 25 mètres de haut. À cela s'ajoutent 4 transformateurs haute tension. Vous le comprenez, le Karadeniz Powership Onur Sultan impressionne, d'autant plus qu'il est décrit par ses concepteurs comme la plus grande centrale électrique flottante au monde. Oui, c'est un bateau qui a été conçu pour fournir de l'électricité en urgence, dans des zones où les infrastructures terrestres ne suffisent pas. Mais bon, c'est vrai que son allure est impressionnante et elle a rapidement éveillé les soupçons. Certains ont accusé ce navire d'avoir projeté des ondes électromagnétiques dans le but de déclencher ces fameuses pluies torrentielles. Une vidéo a été massivement partagée. Tournée au large des Canaries, celle-ci montre le bateau en pleine mer, entouré par des nuages aux formes inhabituelles. Des images assez étonnantes, il faut bien le dire, que les internautes ont interprétées comme le signe d'une manipulation. Ah, ça, les interprétations des internautes, c'est un puits magnifique. Des internautes qui ont également diffusé une carte montrant les déplacements du navire et sur laquelle on pouvait voir que le Karadeniz Powership Onur Sultan, on va finir par bien le connaître, avait longé la Costa Brava, passant même à proximité de Valence, et ce, seulement quelques heures avant les inondations. Une information surprenante qui est vite devenue pour la complosphère la preuve que les précipitations extrêmes qui se sont abattues sur la région de Valence n'avaient rien de naturel. Le bateau avait parcouru la Méditerranée afin de tester une arme climatique grandeur nature, une accusation récurrente depuis l'ouragan Katrina. Tous parano. Je crois que je suis parano. Tous parano. Avec Harp, le climat est donc devenu une arme. Et ce qui peut nous rendre parano, c'est que cette idée n'est pas si farfelue que ça, puisqu'il y a des précédents historiques tout à fait avérés. L'exemple le plus connu remonte sans doute à la guerre du Vietnam. Entre 1967 et 1972, les Américains sont parvenus à prolonger la mousson pour inonder des routes empruntées par l'armée nord-vietnamienne. Oui, ils sont parvenus à modifier artificiellement les conditions météorologiques là-bas. On fait ici référence à un programme secret nommé Opération Popeye. En gros, des avions de l'US Air Force avaient dispersé des particules d'iodure d'argent et de chlorure de calcium dans les nuages pour provoquer des précipitations. C'est une technique qui est appelée l'ensemencement des nuages. Et c'est une stratégie qui a plutôt pas mal fonctionné puisque les forces ennemies ont été ralenties. La manipulation avérée du climat, ça s'appelle la géoingénierie. Cette activité a pignon sur rue depuis quelques années. Un exemple, les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. À cette occasion, les autorités chinoises ont littéralement modifié la météo autour de la ville pour éviter qu'il pleuve pendant la cérémonie d'ouverture. Et là encore, ils ont envoyé des fusées remplies d'odure d'argent dans les nuages. Alors, certes, en Chine, le but de cette manipulation météorologique n'était évidemment pas de détruire un pays ennemi, mais cette anecdote montre que la technologie adéquate existe. Et là où il y a une arme potentielle, rien n'empêche de penser qu'il y aura toujours quelqu'un pour vouloir l'utiliser. Les sécheresses, les inondations, les ouragans, on blâme le changement climatique, mais si certaines de ces catastrophes étaient finalement provoquées ou amplifiées par des expérimentations qu'on ne nous montre pas. Des expérimentations comme Harp,
C'est ça que tu veux dire? Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qu'on vient de raconter. Et ça va complètement dans le sens de ce que dénonce Jean-Pierre Petit. Ah, Jean-Pierre Petit. Encore un personnage fascinant comme on les aime dans Tous Parano. Ah oui, ça c'est clair. Alors Jean-Pierre Petit, c'est un astrophysicien, un ingénieur français né en 1937, ancien directeur de recherche au CNRS. Il a exploré des sujets comme les ovnis et les théories alternatives sur la physique. Il a écrit de nombreux ouvrages scientifiques et même des bandes dessinées pour rendre accessibles des concepts complexes au grand public. Figure atypique, vous le comprenez, il suscite l'admiration, mais il est aussi décrié en raison de ses prises de position controversées, notamment en ce qui concerne HAARP, un sujet qu'il a abordé dans plusieurs conférences et publications. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il apporte une crédibilité scientifique à ses théories, car selon Petit, HAARP a des applications cachées dans le domaine militaire. Une idée qui s'inscrit dans des enjeux plus larges comme la domination technologique ou la géopolitique. De quoi mettre du coup la notion de guerre climatique au centre de ses réflexions. Pour Jean-Pierre Petit, pas de doute, des puissances cherchent à manipuler des phénomènes naturels pour affaiblir leurs adversaires. On l'écoute. Moi, j'ai été énormément lié à l'armée, c'est-à-dire que tout ce que je faisais, il y avait du secret défense à tous les coins de rue, quoi. Et je voyais un petit peu ces gens grouiller. Les grands manipulateurs du climat, potentiellement, sont les militaires. L'arme météorologique, ça consiste, dans une région du globe, à créer une région chaude et une région froide. À un endroit, vous allez mettre un écran en dispersant des particules qui fait que la chaleur du soleil arrive moins, donc vous allez baisser en température. Et de l'autre côté, au contraire, avec des micro-ondes, vous allez au contraire faire un trou dans la haute atmosphère. Et ce genre de choses-là, ce sont des armes qui vont mettre plusieurs jours à démarrer. C'est-à-dire que si on fait une chose comme ça ne va pas être instantané. On n'appuie pas sur la détente, on dit boum, il va se passer ceci. Non, mais simplement, on arrive à fabriquer ces différences de pression, de différences de température, puis à ce moment-là, il y a un règlement de compte terrible. À ce moment-là, on fait ces fameuses tempêtes, tout d'un coup, où il y a des vents à 200 km/h, on ne sait pas d'où ça sort. À partir du moment où on connaît bien les mécanismes météorologiques, on agit, et à ce moment-là, on crée des déséquilibres, on crée des inondations, etc. On fait ce qu'on veut, c'est tout. Et ça, c'est expérimenté, à mon avis, c'est une certitude. Vous le comprenez de plus en plus clairement, HAARP cristallise une peur globale, celle d'être manipulé par des forces invisibles et surpuissantes qui agissent sur des dimensions qui nous dépassent totalement. Comme si ce programme était à la croisée des chemins entre la science, la géopolitique et le récit dystopique. Et si on va un peu plus loin, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière avec laquelle HAARP devient une sorte de couteau suisse complotiste. Oui, HAARP renvoie au fantasme ultime de la technologie hors de contrôle vers quoi tout converge. On vient de parler de la notion de guerre climatique, mais que dire des chemtrails, du projet Bluebeam, des armes psychotroniques ou à énergie dirigée? Toutes ces théories semblent interconnectées à HAARP. Et vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour alimenter les imaginaires. Carrément, ouais. Ça va nous rendre tous parano, c'est sûr. Bon alors Geoffroy, avant d'explorer tous ces sujets, dont déjà le titre est bien excitant, je voudrais quand même t'amener quelque part. J'ai un contact qui m'a parlé d'un aéroport top secret où il se passe des choses pas très nettes. Ça dit d'y aller jeter un œil? Oh, toi, tu sais comment attiser ma curiosité. Après une 50aine d'épisodes, ouais, je commence à comprendre comment fonctionne la bête. Mais c'est dangereux quand même, parce que j'ai une famille à nourrir. J'ai déjà fait un petit repérage, allez, fais-moi confiance. Sérieusement, Gaël, se balader dans ce hangar militaire, t'es sûr que c'est vraiment pas dangereux? T'inquiète, on est super bien cachés. Juste en face de l'avion, là, c'est nickel comme poste d'observation. Profite du spectacle, tu vas voir. Ouais, en tout cas, ce que je vois pour l'instant, c'est que cet avion, je le trouve sacrément bizarre. Mais tu as pensé si on se faisait attraper? Je le sens venir, on va avoir droit à un lavage de cerveau à la sauce MK Ultra. Allez, arrête de flipper, ça va aller. Oh, regarde. Tu vois les mecs là-bas en combinaison blanche? Qu'est-ce qu'ils foutent? J'ai l'impression qu'ils chargent un liquide bleu fluorescent dans les réservoirs de l'avion, c'est génial. Attends, c'est quoi ce truc? Je sais pas, le mélange chimique qu'ils pulvérisent dans l'atmosphère. Ça contient des substances capables d'influencer les comportements humains, à ce qui paraît. Parfait, donc demain tout le monde va acheter des t-shirts tous parano sans même savoir pourquoi, c'est ça? Peut-être pas des t-shirts, ce serait génial, remarque. Non, leur but c'est plutôt de faire accepter des décisions politiques, ce genre de truc. En gros, ils diffusent un produit dans l'air qui contient des nanoparticules conçues pour rester en suspension dans l'air, et puis, paf, HAARP, avec ses antennes, active les effets. Comment ça?
Je sais pas trop, moi, précisément. Je crois qu'ils ajustent les fréquences, les ondes suivant la météo, et puis bam, c'est comme ça qu'ils contrôlent les foules, quoi. Non mais t'es pas sérieux. Bah si, tout ce qui est plus sérieux. Mais avec les effluves de ces produits, si ça se trouve, je pourrais soudain avoir envie de voter pour notre Illuminati national. Peut-être, mais enfin, de toute façon, il peut pas se représenter. Non, moi j'en serais pas si sûr si j'étais toi. Oh, t'es toujours aussi parano. Bon, y a peut-être de quoi. Oh putain, on est repéré. On va finir dans une base secrète et subir un traitement de choc avec leurs fameuses ondes. Ouais, pas de panique, allez, suis-moi, par ici la sortie. Tous parano. HAARP est à la croisée de nombreuses théories complotistes. Commençons avec les chemtrails. Comment ces deux éléments se retrouvent-ils liés dans l'imaginaire collectif ? Comme notre épisode consacré aux chemtrails date un peu, c'était la saison 1, il me semble, je vous propose qu'on fasse un petit rappel de l'essentiel. Les chemtrails, ce sont des traînées blanches laissées par les avions. Mais contrairement aux traînées de condensation produites naturellement par les avions à haute altitude, ce qu'on appelle les contrails, ça vous en avez tous vu, celles-ci sont en fait des produits toxiques qui seraient épandus volontairement pour modifier le climat et contrôler les populations. Oui, vous avez peut-être observé par vous-même des traînées persistantes qui restent visibles de longues minutes dans le ciel, ou mieux encore, des traînées disposées en quadrillage. Eh bien, ce seraient des chemtrails. Ces chemtrails, en tout cas, ils sont présentés par les complotistes comme la preuve de l'existence d'un programme global de manipulation climatique. Et les antennes HAARP alors ? Quel serait leur rôle là-dedans ? Eh bien, HAARP serait l'outil qui activerait ces substances chimiques en interagissant avec l'atmosphère. HAARP agirait comme un catalyseur. Les chemtrails contiendraient des particules métalliques comme l'aluminium ou le barium dans un but précis, rendre l'air conducteur. HAARP utiliserait ensuite ces ondes électromagnétiques pour activer ou amplifier les effets de ces substances qui, lorsqu'elles retombent au sol, sont inhalées par vous, par moi. HAARP est donc plutôt vu comme l'élément complémentaire, celui qui utilise les chemtrails pour atteindre ses objectifs. Et les motivations derrière tout ça ? Pourquoi disperser des chemtrails et utiliser HAARP, selon ces théories ? Eh bien, les explications varient. Certains évoquent des objectifs de contrôle climatique pour des raisons géopolitiques, ce qui peut aller jusqu'à provoquer des ouragans et des sécheresses. Bon, ça, on a déjà bien développé cette idée. D'autres parlent carrément de réduction de la population mondiale, en empoisonnant les gens et les sols depuis les airs. Ou ils évoquent plus simplement que HAARP pourrait servir de bouclier électromagnétique pour protéger des installations vulnérables aux attaques, comme des centrales nucléaires ou des centres de stockage de données. Voire plus simplement cacher, grâce au brouillard produit par les chemtrails, des sites ultra-sensibles, notamment militaires, qui pourraient être observés par des satellites ennemis. Bref, tout cela revient à concevoir l'existence de zones hermétiques, entre guillemets, pour éviter les piratages ou l'espionnage. Une hypothèse pas si farfelue que ça, qui n'aurait pas pour objectif premier, donc, de s'en prendre directement aux populations, mais qui pose, malgré tout, pas mal de questions essentielles. En premier lieu, qui a la capacité de contrôler ces boucliers ? Bref, vous le comprenez, la connexion entre HAARP et les chemtrails est un exemple parfait de cette dynamique qui peut se créer entre deux théories du complot. Mais pour notre plus grand bonheur, ce n'est pas la seule. Ah oui, tu penses à quoi ? Le projet Bluebeam, ça te dit quelque chose ? Oui, assez pour faire illusion auprès de nos chers auditeurs. Joli jeu de mots parce que tu ne crois pas si bien dire. Tous parano. Si on pousse plus loin la paranoïa, il y a le Bluebeam Project, un plan incroyable destiné à instaurer un nouvel ordre mondial. Ah, le projet Bluebeam, on touche là le top des théories du complot les plus dingues, et ça tombe bien parce que cette théorie, elle est aussi reliée à HAARP. Alors, explication. Le projet Bluebeam est un plan incroyable en 4 actes ourdis par une élite pour instaurer une dictature mondiale. Imaginez. La première phase consiste à déstabiliser les fondations historiques de nos sociétés. On annoncerait alors avoir fait des découvertes, entre guillemets, découvertes archéologiques bouleversant nos croyances anciennes. Cela pour ébranler les cultures et briser les certitudes. On monte ensuite en puissance avec la deuxième phase du plan qui consisterait à orchestrer un spectacle céleste. Représentez-vous un ciel nocturne soudainement illuminé par des figures gigantesques, des prophètes revenus du passé, des vaisseaux spatiaux scintillants, projetés comme par magie dans l'atmosphère. C'est incroyable. Aux 4 coins du monde, des hologrammes gigantesques adaptés aux croyances de chaque région. Pas mal.
Vient la troisième phase, la manipulation des pensées, directement dans nos esprits. Des messages télépathiques seraient diffusés sous la forme d'ondes convainquant chaque individu qu'il aurait entendu la voix d'un dieu ou d'une entité supérieure. Et la dernière et quatrième phase, eh bien c'est le coup de grâce, puisqu'il s'agirait de mettre en scène une invasion extraterrestre, ou le retour du Messie, ou une apocalypse divine, enfin, de quoi provoquer le chaos total en forçant les peuples à abandonner toute résistance pour se réfugier sous l'aile d'un nouvel ordre planétaire. C'est génial. Le projet Bluebeam consisterait donc à créer de sidérantes illusions afin de préparer le terrain pour un gouvernement mondial, qui soumettrait donc toutes les nations. Et puis au passage, Bluebeam permettrait de discréditer toutes les religions traditionnelles en créant une nouvelle foi universelle imposée par la technologie. Ouais, une grande hallucination collective. Et tout ça, bien sûr, sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est du méga complot comme on les aime, Gaël. Et ce qui est d'autant plus intéressant pour nous, c'est que HAARP est au cœur de cette théorie. Oui, HAARP serait en fait le générateur d'hologrammes géants capable de créer ces illusions collectives hallucinantes. Sans cette technologie, ces projections ne seraient pas possibles. Car les théoriciens avancent que HAARP, avec ses capacités présumées de manipulation électromagnétique, pourrait peindre, entre guillemets, des hologrammes dans le ciel en modifiant l'ionosphère. Mais HAARP, c'est aussi des tremblements de terre, des inondations, des cataclysmes en tout genre. Mais oui, mon cher Geoffroy, les catastrophes naturelles, c'est l'une des bases de Bluebeam aussi. Les séismes seraient utilisés pour renforcer la crédibilité des visions projetées, ainsi que révéler des artefacts censés amener une nouvelle interprétation religieuse ou historique. La première phase du plan, quoi. Et donc, du coup, toutes les catastrophes naturelles dont on a parlé avant dans cet épisode, les tsunamis, les inondations, etc., serviraient de répétition en vue du jour J, lorsque le projet Bluebeam sera véritablement lancé. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh ben oui, t'as le cerveau parano bien connecté. Mais il y a plus. HAARP jouerait aussi un rôle fondamental dans la création de signaux auditifs ou émotionnels, diffusés directement aux individus pour renforcer l'impact de ces incroyables visions. Donc, nouvelle corde à son arc ou à son instrument, HAARP pourrait induire des états émotionnels précis, comme la peur ou la dévotion, pour s'assurer que les populations acceptent ces apparitions comme authentiques. Exactement. HAARP serait ce qu'on appelle une arme psychotronique. C'est pas beau ça? Une arme capable de manipuler à distance les pensées, les émotions ou les comportements. Et certaines théories poussent le bouchon encore plus loin. Elles avancent que des voix perçues par certaines personnes, souvent associées à des crises spirituelles ou des conversions soudaines, seraient en fait des tests de HAARP et de Bluebeam combinés. Ah, oui, je veux bien, merci. Ouais. De quoi j'ai rien dit, moi? Ah bon? Je pensais que tu me proposais un cocktail. Ben non, soit tu entends des voix, ou tu prends tes désirs pour des réalités. Ça doit être ça. Non, j'entends de la harpe, c'est tout. Bon, allez, Alaska pour tout le monde. À la tienne, mon cher Gaël, on n'a pas encore trinqué, ce qui est quand même un crime de lèse-majesté. Mais c'est vrai, ça. À la tienne. Ah. Tu sais ce qui me fascine le plus, en tout cas, avec tout ça? Non, dis-moi. Eh bien, c'est que ces théories, aussi grandiloquentes qu'elles apparaissent de prime abord, se nourrissent d'avancées technologiques pour le coup bien réelles. Commençons avec les drones. L'utilisation de ces derniers a permis de faire d'énormes progrès en matière de projection holographique. Et du coup, ça donne une base plausible à ce qui était impossible il y a encore quelques décennies. C'est d'autant plus vrai que ces deux théories, Bluebeam et HAARP, sont nées à la même période, au début des années 90. Donc, bien avant, pour ne donner qu'un exemple, que la ville de Shanghai ne remplace les feux d'artifice du jour de l'an par un joli spectacle de drones. Ou puisqu'on parle de projection de prophètes, que Jean-Luc Mélenchon ne soit capable d'apparaître en hologramme à plusieurs meetings présidentiels en même temps. Et puis, il y a aussi les satellites qui se multiplient sur l'orbite terrestre. Beaucoup pensent que ces projections holographiques pourraient être générées directement depuis là-bas, depuis là-haut, depuis l'espace. Ouais, ça c'est une idée qui revient souvent, en effet. Et d'ailleurs, la mise en orbite de constellations de satellites comme celle de SpaceX, d'Elon Musk, est parfois interprétée comme une étape préparatoire pour Bluebeam. HAARP serait ainsi comme le nœud central de l'opération, travaillant en tandem avec des satellites, des antennes 5G, et puis des réseaux de drones. Bref, c'est fascinant de voir comment chaque nouvelle technologie est intégrée dans ces théories. Et d'ailleurs, puisque tu parles des nouvelles technologies, c'est difficile de ne pas faire le lien
aussi avec les toutes dernières innovations en matière d'armement. Ah, toi tu veux parler des liens entre HAARP et les fameuses armes à énergie dirigée, c'est ça? Oui, surtout des théories qui vont avec. Tous parano? Il faut pas être parano comme ça. Comme je suis pas sûr que tout le monde a déjà entendu parler des armes à énergie dirigée, Geoffroy, je pense qu'il faut expliquer un peu ce que c'est. Alors, les armes à énergie dirigée, c'est des dispositifs qui utilisent l'énergie concentrée sous forme de rayonnement électromagnétique, de particules ou de plasma pour infliger des dommages, neutraliser une cible ou interférer avec des systèmes électroniques. Waouh. On ne sait pas si c'est de la science-fiction, si c'est du réel, c'est compliqué tout ça. Si tu présentais un peu plus simplement cette chose, comme si tu t'adressais à un enfant par exemple, ce que je suis resté en fait quelque part. Pas de problème. Alors je dirais qu'une arme à énergie dirigée, c'est un peu comme, mon cher Gaël, une lampe de poche très spéciale, mais au lieu d'envoyer de la lumière, pour éclairer, merci, elle envoie un rayon très puissant d'énergie, comme un rayon laser, tu vois. Ouais. Et ce rayon, il peut être utilisé pour détruire des trucs, faire fondre des choses, ou même perturber des communications. Ok, bah voilà, là c'est clair. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement aux armes traditionnelles, l'avantage des armes à énergie dirigée, c'est qu'elles n'utilisent pas de projectiles physiques, comme les balles ou les obus. Et puis surtout, ce qui est super intéressant avec ces armes, c'est qu'elles existent réellement. Ouais, c'est ça le plus dingue, c'est que c'est pas de la science-fiction. Si ces armes ont été développées pour des applications bien spécifiques, comme intercepter des missiles ou neutraliser des drones, leur potentiel spectaculaire alimente du coup tout un tas de théories alternatives. Des théories qui considèrent notamment que ces armes sont utilisées pour créer des incendies ou manipuler la météo. Tiens, tout de suite on voit le rapprochement qu'on peut faire avec HAARP. Et à la manière des théories complotistes consacrées à HAARP, ces théories alternatives se nourrissent des drames humains et des catastrophes naturelles qui frappent nos sociétés. Oui, on peut prendre pour exemple les incendies de Los Angeles en janvier 2025 ou ceux de Hawaï en août 2023. Des milliers d'internautes ont affirmé tout de suite que ces catastrophes ne seraient pas simplement causées par la sécheresse, le vent ou des criminels qui mettent le feu, mais bien par des armes à énergie dirigée qui auraient été utilisées pour cibler des zones précises. Et ce qui alimente ces idées, ce sont les nombreuses images qui circulent sur les réseaux sociaux et qui montrent des bâtiments détruits de manière étrange. Des photos qui montrent des lignes de destruction anormalement nettes, avec des maisons entièrement réduites en cendres, dans des quartiers qui sont complètement ravagés, alors qu'on aperçoit au centre de l'image des arbres qui n'ont pas été touchés par le feu, ou encore une maison complètement intacte. Et le plus savoureux, si je peux dire, en saluant nos amis qui nous écoutent en Californie, c'est toutes ces histoires fascinantes autour des objets bleus, mystérieusement épargnés par les incendies, que l'on a vu fleurir sur Internet. C'est vraiment une idée très 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 répandue. Sur des photos massivement partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir que seules des maisons bleues, ou encore des maisons avec des toits bleus, n'ont pas été incendiées. On voit aussi des poubelles bleues intactes, des voitures bleues aussi, qui n'ont pas été touchées par les incendies. Tout ça, là encore, au beau milieu de paysages apocalyptiques. Oui, c'est vraiment un phénomène incroyable sur les réseaux sociaux. J'ai par exemple pu lire un post avec la photo d'une maison au toit bleu accompagné du message suivant: aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour ma famille. J'ai fait peindre ma maison en bleu. À prendre, bien sûr, au premier degré, Oui, c'est celui qui brûle pas, le premier degré, je crois. Oui, bon, il y a cette idée que la couleur bleue serait une sorte de talisman dans le chaos. Alors, comment ça s'explique ? Eh bien, c'est parce que les armes à énergie dirigée seraient capables de cibler très précisément ce qu'elles détruisent. Mais le bleu échapperait aux fréquences de ces armes. Il serait presque en fait invisible pour elles. Certains théoriciens du complot avancent même des brevets, des documents techniques sur des lasers qui réagiraient différemment selon les couleurs. Bon, ceci dit, quel est le rapport avec HAARP ? Eh bien, HAARP pourrait concentrer ou amplifier des faisceaux d'énergie pour frapper des cibles encore plus précisément. Et HAARP pourrait également permettre de déployer ou de coordonner ces armes à une plus grande échelle. Là encore, HAARP est un catalyseur. Bon, en tout cas, qu'on y croit ou non, ça ne répond pas à la question « Pourquoi utiliserait-on de telles armes pour provoquer un incendie, par exemple ?» Oh, t'inquiète, les complotistes avancent plusieurs hypothèses pour ça. Certains disent que cela pourrait servir à libérer des terrains pour des projets immobiliers ou des infrastructures technologiques comme les villes intelligentes,
alors que d'autres pensent que ces événements pourraient être orchestrés pour renforcer des politiques environnementales strictes en montrant les dangers du réchauffement climatique. Et la fameuse ville de 15 minutes est au centre des débats. C'est ça. Si vous l'ignorez, la ville de 15 minutes, c'est un modèle urbain où tout serait accessible en un quart d'heure, à pied ou à vélo. Écoles, commerces, espaces verts, loisirs, tout y est concentré dans un même rayon pour réduire la dépendance à la voiture et améliorer la qualité de vie. Une idée qui semble comme ça plutôt cool, même si c'est hyper bobo, mais qui est tout de même très controversée. Si certains y voient une manière de réinventer la ville pour le bien des habitants, d'autres y discernent des intentions plus inquiétantes, une sorte de contrôle déguisé. Oui, dans certains cercles parano, on y voit un projet qui dépasse l'urbanisme, quelque chose de plus vaste, de caché. Et les théories du complot sur le sujet se multiplient. Comme pour Maui, par exemple, les incendies à Hawaï de 2023 ont détruit des quartiers entiers. Dans la foulée, des voix se sont élevées pour dire que cette catastrophe pourrait servir à effacer l'existant et reconstruire, selon cette vision de la ville de 15 minutes, de nouveaux quartiers, expropriant ainsi les populations autochtones au profit de promoteurs venus du continent. Un peu comme à Valence, les inondations ont nourri des récits similaires. Il y a fort à parier que la notion de développement durable, qui sera au cœur des reconstructions, servira d'excuse pour remodeler les espaces, ce qui pourrait avoir pour conséquence d'exclure les populations modestes. Oui, le spectre de la gentrification plane désormais sur Valence, une idée qui alimente celle d'un agenda global. Tiens, global, ça me fait penser à un truc. Est-ce que ce type de catastrophe pourrait servir d'excuse à des réinitialisations urbaines ? Eh bien moi, réinitialisation, ça me rappelle quelque chose pour le coup. Une allusion à Klaus Schwab et à son Great Reset. Quelle perspicacité, mon cher Geoffroy. Le cas de Los Angeles et des terribles incendies de janvier 2025 est encore plus parlant, il me semble. Ah oui, Los Angeles. Alors la Californie, on le sait, elle est au bord du gouffre écologique, mais certains pensent que ces incendies auraient été déclenchés ou amplifiés pour justifier une refonte urbaine complète. Ah oui, il mentionne même un plan, nommé Smart LA 2028. Et puis, il y a l'organisation des Jeux Olympiques à venir. Voilà qui pourrait justifier que l'on fasse table rase de certains quartiers de la Cité des Anges. Alors y a-t-il un agenda caché pour remodeler la ville, notamment en réduisant la liberté des gens de se déplacer comme ils l'entendent ? Eh bien, ce sont des hypothèses de nature complotiste qu'on a beaucoup entendues ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Les théories imaginent des quartiers isolés les uns des autres, comme des prisons à ciel ouvert, Elles évoquent des passeports urbains ou des applications de surveillance pour contrôler les déplacements entre ces zones. Voilà, on est en pleine dystopie en mode Great Reset et ce n'est pas un hasard si un entretien de Klaus Schwab, datant de quelques années, a refait surface quelques jours après la catastrophe. Allez, on se fait un petit plaisir. C'est toujours un bonheur d'écouter ce monsieur Klaus Schwab. Los Angeles is one of the cities with the... Maintenant, Los Angeles est l'une des villes avec le trafic le plus intense. Mais en 2030, à Los Angeles, il n'y aura plus du tout de voitures individuelles. Et cela permettra de transformer les autoroutes en parcs et en espaces publics. Vous utiliserez une application comme Uber, non plus pour appeler un chauffeur, mais pour avoir un véhicule à guidage automatique. Une voiture autonome qui viendra à votre hôtel, ou partout où vous serez, et vous amènera à l'aéroport. Et ben voilà, grâce au grand Manitou de Davos, on est content d'apprendre qu'on ne pourra plus utiliser sa voiture à LA dans 5 ans. Alors après, quand on sait que Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, est un ancien Young Global Leader et donc une créature de Klaus Schwab, doit-on vraiment s'étonner ? Oh là 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 là, attention Geoffroy, t'es en train de basculer du côté obscur de la force là. Fais gaffe quand même. Ouais, t'as raison, on arrive au bout de cet épisode et ça commence à chauffer dans mon cerveau. C'est peut-être l'effet d'une arme à énergie dirigée pointée vers nos studios. Oh là là là, c'est surtout le signe qu'il est temps de conclure. Nous l'avons vu, HARP symbolise à la fois nos peurs modernes face à la technologie, notre méfiance envers les institutions et notre besoin constant de trouver des réponses à des questions complexes.
Et ce qui est marquant, c'est la manière dont Harp s'est transformé en un véritable mythe. À travers des livres comme Les anges ne jouent pas de cette harpe, des documentaires et même des œuvres de fiction, ce programme est devenu une sorte de miroir où chacun projette ses propres préoccupations. Le contrôle climatique, les armes secrètes, la manipulation mentale. Et il ne faut pas sous-estimer le rôle d'Internet dans tout cela, comme d'habitude. Les forums, les vidéos sensationnalistes et les réseaux sociaux ont permis de multiplier les récits autour de Harp, chacun apportant sa petite pierre à l'édifice, son lot de nouvelles idées ou d'amplification. Harp est donc un phénomène complotiste qui nous en dit beaucoup sur notre époque. Il reflète une tension entre notre fascination pour le progrès scientifique et nos inquiétudes face à son potentiel de dérive. Car ce qui est intéressant, c'est que Harp représente la frontière où la science cesse d'être perçue comme bénéfique et devient potentiellement dangereuse pour incarner nos peurs les plus profondes. Et parmi ces peurs, il y a celle des catastrophes naturelles, bien sûr. Lorsque des tremblements de terre, des ouragans ou des sécheresses frappent, ils laissent un sentiment d'impuissance. Alors associer ces événements à Harp, ça donne l'illusion d'une explication rationnelle et ça permet de mieux les accepter. Pour beaucoup, il est préférable d'imaginer une tempête causée par une machine plutôt que d'accepter qu'elle soit le fruit du hasard ou d'un processus naturel qu'on ne maîtrise évidemment pas. Et finalement, c'est peut-être là que réside la clé du mythe Harp. Ce projet est devenu le symbole de forces omnipotentes qui nous dépassent. Des forces invisibles qui contrôlent notre monde et dont il est impossible d'échapper. Bref, encore une fois, de quoi nous rendre tous parano. Allez, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode. Ça c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre et explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire ou tout simplement curieux de savoir, vous êtes là où il faut, c'est Tous Parano. Comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi, écouté, mais peut-être pas assez, alors abonnez-vous au podcast, likez, partagez, portez des t-shirts et faites de Tous Parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin, peut-être pas partout, hein. Faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. Hein. Ouais, t'as raison, on nous écoute. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoute ? Le choix est un peu réduit aujourd'hui, parce que si le programme Harp a suscité de très nombreuses théories, eh bien, je n'ai pas trouvé de morceau qui en parle directement. Oh, bah mince alors ! Oui, alors si tu veux, il y a une multitude de chansons sur le climat qui se détraquent, hein, mais bon, on est toujours dans un registre écolo, l'homme est responsable du changement climatique, bien sûr, faut faire quelque chose pour sauver la planète, enfin tu vois le genre. Oui, mais on n'a pas un morceau qui évoque une super machine construite par l'armée, une élite cachée pour créer de toutes pièces des ouragans et des tremblements de terre, quoi. Ben non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas trouvé en tout cas, hein. Si des auditeurs ont des suggestions, d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais bon, plan B, parce qu'il y en a toujours un, hein, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le groupe britannique Muse a sorti en 2008 un album live intitulé Harp. Ah, c'est pas mal ça. Mais bon, ça, on l'entend partout. L'idée de Tous Parano, c'est de faire entendre des choses un peu différentes. Alors, je te propose de rester assez haut dans les ondes cérébrales. Si on s'écoutait Peter Tedstone. Ah oui, ce roi du synthé qui a sorti un album intitulé Ionosphère dans les années 80, je crois. 87, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Eh ben écoute, c'est très bien. De mémoire, je crois que le morceau dure à peu près 3/4 d'heure, alors on va peut-être pas se taper tout en entier, mais on se fait juste le début, quoi. C'est déjà suffisant pour décoller. Exactement. Allez, on est sur les ondes. Peter Tedstone et sa Ionosphère.